Et bonjour à tous, et bienvenue pour ce troisième épisode, qui portera sur la fameuse et étonnante expérience mystique des psychédéliques. Alors on va essayer de la définir, de comprendre un peu d'où elle vient, et de voir pourquoi ce concept et ce terme, il peut poser des problèmes pour certaines personnes. Alors déjà, pour commencer, le terme mystique, étymologiquement, c'est ce qui est en lien avec le mystère. Ça décrit le lien avec la divinité, le contact avec une réalité qui n'est pas discernable par le sens commun. L'expérience mystique, elle n'est pas propre aux psychédéliques. Elle peut être complètement spontanée ou facilitée par des activités comme la méditation par exemple. Et c'est le philosophe William James au XIXe siècle qui va définir un peu plus précisément ce terme d'expérience mystique à travers 4 caractéristiques. Premièrement, elle est transitoire, c'est-à-dire que le sujet y revient à son état habituel après. Ensuite, elle est passive, elle n'est pas provoquée par le sujet, ce qui peut être un peu discutable au sein d'un trip psychédélique, mais globalement, même si la personne prend volontairement des psychédéliques, elle va pas être au cours du trip provoquée. Elle est ineffable, alors ça c'est un mot pour dire qu'on ne peut pas mettre des mots sur ce qu'on vit. Et elle est noétique. Noétique, ça veut dire porteur d'une connaissance importante sur la nature, sur la réalité, et qui est riche en enseignements, d'un enseignement qui semble plus vrai que ce qui pourrait être perçu hors expérience mystique. Alors, au cours d'une prise de psychédélique, cette expérience mystique, elle est souvent décrite comme un état de connexion, de communion totale avec l'environnement, avec le monde, de conscience élargie, d'accès à un plan de réalité plus profond, plus vrai, un sentiment de beau, un sentiment de sacré, de plénitude, de transcendance du temps et de l'espace. Voilà, c'est plein de termes un peu qui sont assez vagues, mais qui se retrouvent dans les descriptions de cette fameuse expérience mystique. Alors maintenant, un peu d'histoire, et on va voir que ce concept, il date pas d'hier. Parce que, en fait, les psychédéliques, ils ont longtemps été utilisés pour communiquer avec une autre forme de réalité, avec des divinités. Et plus récemment, au cours du XXe siècle, après la découverte du LSD, donc un des principaux psychédéliques dans les années 40, les psychédéliques, ils ont été très étudiés dans la science occidentale, dans la psychiatrie dans les années 50, et il y a déjà des chercheurs et des auteurs qui ont utilisé le terme expérience mystique pour décrire les effets des psychédéliques. Je pense notamment à Betty Eisner, la psychologue, ou Aldous Huxley, un auteur britannique. Survient ensuite en 1962 la Good Friday Experiment. Donc là, c'est vraiment le moment où il y a un chercheur, Walter Pahnke, qui a designé une étude, construit une étude pour mettre en évidence le caractère mystique de l'expérience psychédélique. Alors pour ça, il a pris 20 étudiants, qu'il a répartis en 2 groupes, qui recevaient respectivement ou un placebo, c'est-à-dire pas de substance, ou la psilocybine, qui est un des principaux psychédéliques issus des champignons hallucinogènes. Et quasiment tous les participants du groupe psilocybine ont décrit une expérience religieuse profonde. On a donc conclu que la psilocybine facilitait l'expérience religieuse. Alors en effet, c'était des étudiants en théologie, donc qui avaient l'habitude de travailler sur la religion, et qui ont pris de la psilocybine dans une chapelle. Mais là, le but de l'expérience, c'était de mettre en évidence que la psilocybine pouvait faciliter l'expérience religieuse, et c'était le cas. Donc là, l'expérience mystique et la dimension religieuse des psychédéliques, plus globalement, elle a le vent en poupe, notamment aux États-Unis, où elle devient centrale dans la contre-culture psychédélique et le mouvement hippie. Ce mouvement, il est porté par Timothy Leary, un psychologue, donc c'est cette principale personnalité de ce mouvement de contre-culture américaine, et lui, il va créer la Ligue de découverte spirituelle, qui est un groupe religieux autour des psychédéliques, et qui prend pour acronyme LSD, donc qui fait quand même largement penser aux psychédéliques qu'il affectionne le plus. On fait un petit bond dans le temps ensuite, parce qu'il y a eu une interdiction gouvernementale des psychédéliques en 1970, donc ensuite un désintérêt institutionnel et scientifique pour les psychédéliques. Et cet intérêt, il va renaître au début des années 2000, avec notamment une des premières études qui va fonder un peu la nouvelle ère des psychédéliques, qui est celle de Roland Griffiths. Et son titre, si on le traduit en français, c'est « La psilocybine peut provoquer des expériences de type mystique, ayant une signification personnelle et spirituelle profonde et durable ». Donc là, il va utiliser de nombreuses échelles qui vont dans le sens d'une expérience spirituelle profonde et marquante pour les sujets. Là, l'expérience mystique, elle va confirmer son rôle central dans l'expérience psychédélique, et dans ce qui est en train de devenir la recherche scientifique moderne. Et en recherche scientifique, on aime beaucoup les échelles, les questionnaires, et en 2015, il y a un questionnaire spécifique, l'échelle MEQ30, qui va voir le jour. Donc, c'est pas le premier questionnaire d'expérience mystique, mais c'est ensuite devenu le plus utilisé. Ça va s'imposer comme une référence pour le questionnaire de l'expérience psychédélique,
Et j'ai sélectionné quelques items intéressants pour que vous représentiez un peu ce que peut contenir cette échelle. C'est parti. Acquisition de connaissances pertinentes ressenties à un niveau intuitif. Impression que vous avez ressenti l'éternité ou l'infini. Certitude d'avoir atteint une réalité ultime. Expérience de pure existence et de conscience pure. Vous êtes convaincu maintenant quand vous repensez à votre expérience que vous y avez atteint une réalité ultime. Sentiment que vous avez vécu quelque chose de profondément sacré et saint. Conscience de la vie ou d'une présence vivante en toute chose. Il y avait d'autres items un peu moins en lien avec le sacré qui sont sentiment de paix, sentiment de joie, sentiment d'être dans un monde sans limitation spatiale. Et on a vu ensuite, dans de nombreuses études, que les patients qui avaient un score élevé à l'échelle MEQ30 avaient une amélioration thérapeutique plus importante. Alors, c'est pas la seule échelle qui a été utilisée dans les études, il y a également la 5D-ASC qui met plus l'accent sur les modifications perceptives, le rapport au corps, les sensations, les pensées, l'anxiété même. Et ensuite, il y a de nombreuses études qui ont montré qu'obtenir un score haut à l'échelle MEQ30 était prédictif d'amélioration thérapeutique plus importante. Donc l'échelle MEQ30, elle a pris une importance encore plus grande parce que c'est elle qui allait certifier, c'est elle qui allait être importante pour l'amélioration thérapeutique. Donc ça, c'est pas rien. Et maintenant qu'on a vu la place de l'expérience mystique, on va voir les critiques possibles et les réponses à ces critiques. Principale critique, elle émane de Sanders et Zielmans, qui sont deux chercheurs, donc qui sont psychologues et psychiatres, l'un est anglais et l'autre est néerlandais. Et ils ont écrit en 2019 un article qui défend qu'il faut évoluer et qu'il faut se libérer de la notion d'expérience mystique. Et pour ça, ils ont plusieurs arguments. Le premier argument, c'est que, comme on vient de dire, un des éléments qui permettent de certifier une amélioration thérapeutique importante, en fait, c'est une échelle qui met en avant un système de croyances surnaturelles et un concept religieux au sein même de la science brute. Donc, pour eux, ça rentre en tension avec la conception naturaliste de la science moderne. En fait, la conception naturaliste, on peut dire que c'est un mouvement philosophique qui considère la nature, donc ce qu'on observe, les événements qui s'y déroulent, comme la seule réalité. Ça s'oppose aux mouvements comme l'idéalisme ou le dualisme, qui considèrent que la réalité perçue n'est pas la réalité ultime. Mais en science moderne, on travaille un peu sur les faits, les observations, donc on est dans une conception naturaliste du monde. Et c'est un problème, parce qu'on serait en train de valider scientifiquement un médicament avec une conception profonde qui n'est pas celle de la science moderne, parce que dire que l'expérience mystique, c'est le pivot thérapeutique des psychédéliques, ça revient à mettre la place de la révélation divine et donc une conception non naturaliste du monde au centre du processus thérapeutique. Et ça, pour eux, c'est pas possible. C'est un problème. Et il n'y a pas seulement pour eux le fait que des concepts religieux soient en jeu dans une démarche de recherche scientifique, mais aussi la restriction de la diversité des phénomènes de l'expérience psychédélique. Alors, autrement dit, si après une expérience psychédélique, on vous pose de nombreuses questions qui portent sur le sacré, qui portent sur la religion, eh ben ça pourrait orienter votre propre interprétation de l'expérience dans une direction religieuse. Autrement dit, le questionnaire d'expérience mystique, ça invite la personne à réfléchir son expérience sous un prisme mystique. Et une autre conséquence pour eux, c'est que on part du principe, on sait que les psychédéliques, c'est des substances qui rendent très sensibles au contexte. Donc ça pourrait, en plus, comme on vient de dire, de biaiser l'analyse de l'expérience a posteriori, influencer l'expérience en elle-même, voire induire l'expérience mystique, parce que la personne sait que les psychédéliques sont censés induire une expérience religieuse, une expérience mystique, donc il a plus de chances de la vivre lui-même. Donc eux, pour définir cette conséquence, ils parlent d'un engagement métaphysique implicite. Et pour finir, mis à part cet article de Sanders et Zielmans, il y a un article du New York Times qui a été publié en 2024, quelques mois après la mort de Roland Griffiths, donc ce chercheur dont on a parlé tout à l'heure qui a relancé un peu l'expérience mystique dans l'ère moderne de la recherche sur les psychédéliques. Et cet article, en fait, il va dénoncer au sein du laboratoire de Roland Griffiths des pratiques centrées autour du symbolisme religieux et d'induction de l'expérience mystique. Donc en fait, après la mort de Roland Griffiths, il y a des langues qui se sont déliées et qui ont dit que les pratiques dans les laboratoires, elles étaient un petit peu orientées religion. Et également que dans les sources de financement des études figureraient des associations religieuses.
Donc ça a un peu fait parler aussi autour de l'expérience mystique et de sa crédibilité dans le monde scientifique moderne. Donc ensuite, maintenant qu'on a ces critiques, comment faire ? Est-ce qu'on doit balayer complètement d'un revers de main le concept d'expérience mystique ? Est-ce qu'on le garde ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs auteurs qui ont répondu et qui ont une position un peu plus nuancée que Sanders et Zielman sur la question de l'expérience mystique. Il y a notamment Jussi Julka, qui est un psychologue et philosophe finlandais, et qui va répondre à Sanders dans un article. Et lui, il va surtout répondre au tout premier argument, donc, qui est le fait que les notions mystiques, elles sont pas en accord avec la science moderne. Et en fait, pour lui, accepter qu'une expérience est mystique et qu'elle a aidé la personne, elle certifie pas que ses intuitions sont réelles, c'est pas la question. Pour lui, c'est pas la même question. La question de savoir si ses intuitions, elles sont réelles ou pas, c'est une question philosophique, et en fait, on n'a pas la réponse. Donc, lui, il dit qu'il faut respecter la nature métaphysique et subjective de ces expériences, les analyser comme elles sont, et que c'est complètement compatible avec la science moderne. Par contre, pour ce qui est du deuxième argument, de la restriction de la diversité des phénomènes, il va être plutôt d'accord et il va préconiser le fait qu'on devrait introduire des questionnaires plus neutres au sujet de l'expérience psychédélique. Et il y a deux autres chercheurs, Brexema et Van Elk, qui ont un peu le même son de cloche, mais qui vont rejeter de manière plus importante les arguments de Sanders, en disant que l'étude en psychologie de la religion et de la spiritualité, en fait, c'est super important, et qu'on peut très bien les étudier avec la méthode naturaliste de la science occidentale. En fait, c'est une méthode naturaliste, mais c'est pas forcément un dogme de la conception naturaliste du monde. Même la science occidentale peut être ouverte à d'autres conceptions du monde, même si elle a une méthode qui passe par l'observation des phénomènes naturels. Et il rajoute, en plus, que ces expériences mystiques peuvent avoir un pouvoir thérapeutique véritable et qui permettent de donner du sens à notre existence, et ça rappelle que les états de conscience modifiés, c'est un objet passionnant et peu encore étudié pour la science moderne, et que donc pour eux, la neurobiologie, ça doit pas être la seule discipline utilisée pour tout expliquer. C'est pour ça qu'il doit y avoir plein de disciplines comme la sociologie, la psychologie, qui doivent contribuer à étudier les expériences psychédéliques. Donc si on comprend un peu ces arguments, il faudrait donc peut-être faire des questionnaires plus neutres pour ne pas orienter la personne dans un prisme mystique, mais ne pas ignorer la part subjective et analyser et recevoir l'expérience mystique telle qu'elle est, et l'accepter complètement si elle a aidé la personne. Et ne pas chercher à affirmer si les intuitions qu'une personne a sont vraies ou fausses, même si ça l'a aidé. Et peut-être chercher des termes alternatifs à l'expérience mystique, comme l'expérience de pointe par exemple. Alors, pour ouvrir un peu et pour revenir sur l'aspect thérapeutique, on va parler de Chris Ledby, qui est un philosophe américain qui a rédigé un livre de 200 pages, qui est intitulé « Philosophie des psychédéliques », que j'ai pas encore terminé, où il expose, lui, son point de vue naturaliste, et il tente de réconcilier l'approche naturaliste avec tous les aspects de l'expérience psychédélique. Mais il va aller assez loin dans son raisonnement, et il va dire que ce qui soigne, c'est peut-être pas l'expérience mystique en elle-même. Alors pourquoi il dit ça ? Il le dit parce que il a vu des écrits de personnes ayant été aidées par les psychédéliques, il les a analysés, et en fait, ça correspond pas forcément tout le temps avec des personnes qui ont eu une révélation sur la nature ultime de la réalité. Il décrit même avec d'autres études que les items, donc là de l'échelle 5D-ASC, qui sont le plus corrélés à l'amélioration thérapeutique, en fait, c'est pas ceux qui considèrent une révélation sur la nature même des choses. Et Chris Ledby, il décrit que les items, donc là ici de l'échelle 5D-ASC, les plus corrélés à l'amélioration thérapeutique, en fait, ce sont pas ceux qui vont considérer une révélation sur la nature même des choses, mais ceux correspondant à une modification du sens du soi et à la quête de nouvelles perspectives sur soi, sur son passé, ses valeurs, sa situation, sa famille, et ça, il appelle ça l'insight. Et c'est pour lui, cette modification du sens du soi qui est, certes, à la base de l'expérience mystique telle qu'on l'a décrite, à la base de nouvelles conceptions métaphysiques, mais pour lui, c'est pas ça qui a la valeur thérapeutique la plus importante. Pour lui, c'est bien l'acquisition de nouvelles perspectives, d'un nouvel insight, d'une nouvelle vision de soi, qui est une autre conséquence du nœud thérapeutique, qui est pour lui la modification du sens du soi. Et cette modification du sens du soi, elle est le plus souvent décrite dans sa forme extrême et complète par le terme dissolution de l'ego. Ce qui pourra faire l'objet d'un prochain épisode. Bonne journée à tout le monde.